Mon grand-père m'a montré, à voix basse, et comme on confie un remède fragile, l'endroit exact où poser un petit clou de girofle pour attirer l'argent. Ce n'était pas une formule magique scandée à la hâte, ni un tour pour promettre richesse instantanée. C'était une sagesse transmise, fragile comme du verre, et simple comme une cuillère de miel. Un geste précis posé au cœur d'un récipient, et la manière dont on l'écrivait, le plaçait et l'attendait. Si vous travaillez dur et que l'argent s'en va comme de l'eau entre les doigts, restez avec moi. Je vais vous raconter ce que mon grand-père m'a appris, et pourquoi, parfois, ce qui bloque nos finances n'est pas seulement économique, mais spirituel. Je suis né dans une maison où les prières se mêlaient aux conseils pratiques. Mon grand-père, indéfinido quant à son titre exact, mais respecté comme rabbin et sage dans notre famille, parlait peu. Quand il parlait, tout le monde se taisait. Il appelait cela « remettre de l'ordre dans les canaux ». Pour lui, l'argent était un flux, comme une rivière alimentée par plusieurs sources. Travail, relations, paroles, bénédictions. Si quelque chose bouchait un de ces canaux, une parole qui fait mal, une jalousie, une habitude qui ferme la main, la rivière changeait de cours, et la maison se retrouvait avec moins d'eau. Ce mot image, simple et ancien, m'a accompagné toute ma vie. Je me souviens du jour où Sarah est entrée chez nous. Elle avait 38 ans, 20 années de travail fidèle derrière elle, une petite boutique qu'elle avait montée à la sueur de son front. Elle connaissait chaque client par son prénom, savait comment plier un foulard pour qu'il retrouve vie, connaissait la recette d'un accueil qui faisait revenir les gens. Et puis, en quelques mois, tout s'est étiolé. Les clients ont disparu, d'abord 2, puis la moitié, comme si un mur invisible s'était dressé entre elle et ceux qu'elle servait. On a commencé à parler de rumeurs, de malentendus, de mots dits dans le dos, ce que mon grand-père appelait lashon hara, la mauvaise langue, la parole qui détruit. Sarah est arrivée chez nous épuisée, la voix basse et les mains comme des feuilles. Elle avait fait tout ce que la logique conseillait. Promotion, petite réduction, heures supplémentaires, portail, publicité. Rien n'y faisait. Le matin, elle ouvrait la boutique avec la même foi, mais le silence à l'intérieur était différent. C'était un silence lourd, un silence qui pèse sur le cœur. Les factures, elles, ne se souciaient pas des rumeurs. Une à une, elles arrivaient. Elle a failli abandonner. À un moment, elle a pensé que tout était fini, et que la haine ou l'envie avait pris le dessus. Mon grand-père l'a écoutée longtemps, sans interrompre. Puis, il a posé sa main sur la table, a regardé les mains de Sarah, et a dit quelque chose qui, d'abord, m'a semblé curieux. Ce n'est pas seulement à la boutique qu'il faut agir. Il y a quelque chose dans la façon dont ta maison respire. Il m'a expliqué ensuite, avec la voix qu'il réservait aux vérités ardentes, que parfois la prospérité se trouve à la croisée du visible et de l'invisible. Nous pouvons travailler toute la journée, mais si des énergies contraires obstruent le passage, l'argent ne circule plus. Ce n'est pas une punition, c'est une mécanique subtile qui demande d'être libérée. Avant d'aller plus loin, une chose importante. Si cette histoire vous parle, si vous cherchez une piste concrète et respectueuse pour débloquer vos voies de prospérité, écrivez dans les commentaires la phrase suivante, simple et claire. J'ouvre mes chemins à l'abondance. Faites-le maintenant, comme si vous posiez une première pierre. C'est une invitation collective qui nous aide à nous rassembler dans l'intention, et l'intention est la clé. Revenons à Sarah. Mon grand-père ne lui a pas donné une baguette magique. Il lui a proposé une pratique simple, enracinée dans notre héritage familial et teintée de symbolisme kabbalistique, mais accessible à tous. Il a expliqué que la Kabbale parle souvent de séphiros, des centres d'énergie, 7 portes par lesquelles la vie descend et se manifeste. Sans entrer dans des détails qui ne nous concernent pas ici, il a résumé « Imaginez 7 vannes le long d'un tuyau. Si l'une se ferme ou si une saleté bouche l'une d'elles, le débit diminue. Notre tâche, a-t-il dit, est de nettoyer, d'ouvrir et d'accompagner le flux avec humilité et patience. Pour cela, il a sorti 5 choses que vous connaissez probablement déjà, mais qu'il a assemblées avec une logique très précise. Je vais vous en parler. Non comme un vendeur de secrets, mais comme quelqu'un qui a vu ces choses fonctionner lorsque l'intention est pure et les actes cohérents. Voici les éléments et ce qu'ils symbolisent, selon la sagesse qu'il m'a transmise. Le clou de girofle. Ce petit clou brun, sec, fort en odeur, était pour lui un aimant subtil. Il ressemblait, disait-il, à une petite flèche qui pointe là où l'on veut attirer. Dans notre tradition familiale, le clou de girofle a la réputation d'être un catalyseur. Il attire et concentre.
Posé en contact avec l'intention écrite, il a, selon mon grand-père, la fonction de concentrer l'attention et d'attirer ce que le cœur demande. Imaginez un point fixe dans une carte. Tout converge vers lui. Le miel. Le miel n'est pas seulement symbole de douceur, c'est aussi un symbole d'attachement durable. Là où l'on verse du miel, on demande que ce qui arrive reste. Mon grand-père répétait toujours, « Il ne suffit pas d'attirer, il faut fixer ». Le miel qui conserve et unit, servait donc à empêcher que la prospérité soit comme un souffle qui passe, douce mais fugace. Dans le récit, le miel est la promesse d'une douceur prolongée, d'une prospérité qui s'installe, les pièces de monnaie. Celles-ci sont l'ancrage matériel. Elles rappellent que la spiritualité ne doit pas être détachée du concret. Mettre des pièces avec l'intention révèle que nous acceptons la réalité matérielle et que nous la respectons. C'est comme planter une ancre au fond d'un ruisseau pour que le flot n'entraîne pas tout. Elles servent aussi à rappeler, en geste, qu'un acte spirituel doit être accompagné d'actes concrets. Le papier blanc. Sur ce papier, on écrit l'intention. Mon grand-père insistait, il faut écrire 3 fois la même phrase. Le nombre 3, expliquait-il, éveille l'attention et installe la mémoire. 3 fois, c'est comme frapper 3 fois à la porte. Ensuite, le papier se pliait vers l'intérieur, signe que l'on garde pour soi, que l'on enferme l'intention en sécurité, sans l'éparpiller à l'extérieur. Le geste de plier vers l'intérieur était une protection, mais aussi une manière de concentrer la force. La cannelle. On l'utilise comme accélérateur. Elle réchauffe les choses, elle attise le mouvement. Dans les rites populaires, la cannelle a souvent cette réputation. Activer, accélérer, donner du piquant au changement. Mon grand-père la voyait comme un moteur doux qui aide ce qui est appelé à se mettre en marche. Chacun de ces éléments n'est pas magique en soi. Pris ensemble, dans un geste posé et répété, ils deviennent un signal clair, presque comme une déclaration adressée au monde et à ceux qui le traversent. Je suis prêt, j'ouvre ma main, je veux que les choses circulent. Et la précision qu'il a donnée à Sarah, ce que j'appelle l'endroit exact, n'était pas une superstition mais une logique. Le clou de girofle devait toucher le papier, au centre du récipient, pour que l'intention et l'aimant soient unis. Le récipient, fermé et placé dans l'un des 3 emplacements prescrits, devenait alors un petit centre de gravité pour la chance. L'endroit choisi pour garder ce récipient est important. Mon grand-père indiquait 3 options, chacune avec sa raison simple et pratique. La porte d'entrée, la chambre et la cuisine. La porte d'entrée est le seuil, où les choses entrent ou restent dehors. Placer le récipient près de l'entrée, selon lui, favorisait l'accueil des clients, des opportunités et des visites. La chambre est le lieu de repos, d'intimité et de régénération. Y déposer le petit contenant peut renforcer la stabilité financière à long terme, ancrer la prospérité au cœur du foyer. La cuisine, enfin, est la métaphore même de l'abondance quotidienne. Y garder le récipient, c'est travailler sur la nourriture, la subsistance et la circulation quotidienne de l'argent pour les besoins quotidiens. Mais le grand point qu'il répétait, comme un maître de précision, était ceci. L'endroit exact n'est pas l'endroit dans la maison, ce n'est pas un mur ou une étagère particulière. L'endroit exact, c'est à l'intérieur du récipient, en contact avec le papier et le clou. C'est ce point de concentration qui fait sens. Où vous placez ce récipient ensuite dépend de la nature du besoin. Quand il me l'a expliqué, j'ai vu la pudeur de sa méthode. Il refusait l'esbrouf et la promesse facile. Ce n'est pas une garantie, disait-il, c'est un accompagnement. Il ajoutait toujours, agis aussi dans le monde. Si la porte reste fermée, frappe encore. Si tu as une idée pour trouver un client, va la chercher. Ce que nous posons ici t'aide, ce n'est pas tout. Il voulait aligner l'action intérieure et extérieure. Avant qu'on essaie la pratique, il a raconté des étapes temporelles qu'il avait observées, non comme une promesse achevée, mais comme un rythme fréquent. Une première indication possible en 3 semaines, des mouvements plus sensibles en 6 semaines, et parfois une consolidation après 40 jours. Ces nombres ont un sens dans notre tradition. 3, comme je l'ai dit, est un nombre d'affirmation. 7 est souvent associé à complétude. Pensez aux 7 jours, et 40 est un nombre de transformation dans la Bible et dans la tradition juive. 40 jours de pluie, 40 jours de préparation. Mais plus que les chiffres eux-mêmes, mon grand-père insistait sur la constance. Respecte le temps, laisse-le faire son œuvre. Sans obsession, sans contrôle. Le rituel est un accompagnement, pas une machine. Avant de décrire ce que Sarah a fait, il faut que je précise une chose essentielle, la pureté de l'intention. Mon grand-père était catégorique.
On ne peut pas employer cela pour nuire, pour se venger, pour manipuler. L'intention doit être claire, humble et tournée vers le bien. Si vous pensez à vous servir de cela pour blesser quelqu'un, fermez la page, allez demander pardon et reprenez la route autrement. Les pratiques spirituelles, chez nous, sont reliées à une éthique. Parler vrai, agir juste. Cela inclut aussi la transparence vis-à-vis de soi-même. Si vous pensez que ce rituel va remplacer le travail ou la responsabilité, vous vous trompez. Il met en mouvement des portes, c'est à vous de traverser. Alors, qu'a-t-elle fait, Sarah? Elle est rentrée chez elle avec une espèce de timidité, comme quelqu'un qui porte un trésor fragile. Nous avons réuni le petit matériel. Un bocal en verre, propre, avec un couvercle, quelques pièces, une cuillère de miel, un petit sachet de cannelle, un clou de girofle entier, et le papier. Elle a écrit sa phrase 3 fois. Sa phrase n'était pas énorme, elle était précise. Que mes clients reviennent et que les revenus se stabilisent. Elle a plié le papier vers l'intérieur, comme on enferme un message entre 2 mains. Elle a posé le clou de girofle directement sur le centre du papier, au point même où les mots se croisaient. Mon grand-père a dit « Là est l'endroit exact ». Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le clou doit toucher le papier. Avant de fermer le bocal, nous avons ajouté une petite quantité de miel, non pour enrober tout, mais pour qu'il y ait ce symbole matériel de douceur et de fixation. Nous avons mis aussi quelques pièces, prises de façon simple, pas ostentatoire, et une pincée de cannelle. Le bocal n'était pas hermétique. Il suffisait qu'il soit discret et respecté. Sarah a tenu le bocal contre sa poitrine en se concentrant, et elle a dit à voix haute une déclaration. Voici les 2 versions que mon grand-père nous a enseignées, l'une confessionnelle, l'autre laïque, pour que chacun puisse choisir selon sa foi ou sa disposition. Version confessionnelle, en première personne, courte et reconnaissante. Seigneur, avec gratitude, j'ouvre mon foyer à la circulation des bénédictions, que mes voies s'ouvrent, que mes mains reçoivent avec sagesse et donnent avec joie. Je demande que ce qui est à moi se stabilise et demeure, selon ta volonté. Amen. Version laïque, même intention, sans langage confessionnel. J'ouvre mes chemins à l'abondance. Je demande que les opportunités se présentent, que je les reconnaisse et que je les accueille avec responsabilité et gratitude. Je suis prêt à agir. Mon grand-père insistait pour que la formulation soit sincère et courte. Pas de listes interminables, pas d'exigences injustes. Ensuite, nous avons scellé le bocal et nous sommes approchés du choix du lieu. Sarah a hésité entre l'entrée et la cuisine. Elle a choisi l'entrée. C'était là qu'elle voulait voir l'effet le plus rapidement, sentir que la vie revenait dans sa boutique. Elle a placé le bocal dans un petit coin près du bas de la porte, pas visible, mais à portée d'œil quand on entrait. Avant de le poser, elle a pris une respiration profonde et a murmuré la version laïque de la phrase. Mon grand-père l'a regardé et a souri, à la fois encourageant et sérieux. Je veux être clair, tout cela n'est pas une garantie. Sarah n'a pas retrouvé la moitié de ses anciens clients du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Mais là où, auparavant, une porte restait fermée, quelque chose a commencé à grincer, à tester. 3 semaines après, la première cliente est revenue. Pas tout à fait la même, mais revenue. Ce qui compte dans ces récits n'est pas l'effet spectaculaire, mais la reprise progressive du mouvement. Mon grand-père appelait cela la reprise du petit filet. Puis, si on persévérait, la remise en marche de la rivière. Je pourrais vous raconter maintenant, en détail, toutes les variations que nous avons vues, comment Miguel, qui avait perdu son emploi, a posé son récipient dans la chambre et a vu une opportunité apparaître, comment Johanna, qui vendait en ligne, a expérimenté une diffusion soudaine après avoir mis le bocal dans la cuisine. Mais je veux avancer avec prudence. Ces récits sont vrais pour nous, et ils sont aussi uniques. Ils ne constituent pas une liste de promesses automatiques. Ce qui est important, et ce que mon grand-père répétait à chaque fois, c'est l'union de l'intention, du geste et de l'action. Le rituel ouvre, mais il ne remplace pas la volonté. Il y a, toutefois, des gestes pratiques que je veux que vous reteniez si vous comptez essayer ceci. Avez-vous une phrase précise? Êtes-vous prêt à agir quand une porte s'entr'ouvre? Prenez-vous la responsabilité morale de ne pas l'utiliser pour nuire? Avez-vous choisi un bocal propre et un endroit discret? Ces réponses déterminent la qualité de votre démarche. Mon grand-père ajoutait aussi une suggestion simple. Notez vos actions pendant les 40 jours. Tenez un petit carnet. Écrivez quand un signe apparaît, une idée, un appel reçu, une intuition qui arrive. Cela vous aidera à reconnaître les mouvements subtils. Je me souviens d'un détail qui, à mon sens,
illustre bien la finesse de cet enseignement. La première nuit après avoir placé le bocal, Sarah ne dormit presque pas. Elle s'inquiétait, se demandait si elle avait fait une erreur, si elle avait été crédible. À minuit, elle se leva pour vérifier le bocal. Il était exactement où elle l'avait laissé. Quand elle l'a touché, sa main a tremblé. Ce n'était pas de la peur seulement, c'était la conscience de tenir une promesse faite à soi-même. Mon grand-père lui a dit « La foi n'est pas une certitude immédiate, c'est une fidélité quotidienne. » C'est cette fidélité qui, selon lui, permet aux petits clous, au miel, aux pièces et au papier de devenir les signes tangibles d'une intention claire. Je pourrais continuer, décrire comment les semaines suivantes ont apporté des petits signes, comment certaines portes se sont rouvertes et d'autres ont demandé plus de travail. Mais il est important que je vous laisse avec une image. Celle du bocal posé, discret, au bas d'une porte, contenant un petit message plié vers l'intérieur et un clou de girofle posé exactement au centre. C'est là, dans ce point précis, que réside ce que mon grand-père appelait l'endroit exact. Pas une adresse secrète, mais un centre d'attention. Je m'arrête ici pour un instant parce que la suite de cette histoire mérite d'être racontée avec attention. Il y a encore des nuances à partager. Comment lire les signes sans se perdre dans l'illusion? Quelles précautions prendre pour l'éthique du rituel? Et surtout, comment intégrer ces gestes à la vie quotidienne pour que l'ouverture soit durable? Je veux aussi vous raconter plus longuement ce qui s'est passé après ces premières semaines, comment la reprise s'est concrétisée pour Sarah et ce que nous avons appris. Mais ce récit requiert que je vous donne le temps de respirer avec la scène que je viens de poser. Après cette image du bocal posé au bas de la porte, la suite a été lente, discrète et pleine de petites ouvertures. Je veux vous emmener pas à pas dans ce qui s'est déroulé après ce premier geste, non pour vendre un miracle, mais pour vous montrer la manière dont une intention tenue avec responsabilité peut tisser des occasions. Ce que nous avons appris dans les jours qui ont suivi ressemble davantage à la réparation d'un tissu qu'à la soudure d'un objet. On raccommode, on retisse, on reprend la main, parfois point par point. Les premiers signes chez Sarah n'ont rien d'emblématique. La première fois, c'était un appel inattendu d'une cliente qui demandait si on avait reçu un modèle précis de foulard. Elle ne s'est pas exclamée « Vous êtes sauvé », elle a juste demandé poliment. Pour Sarah, ce fut comme sentir un petit mouvement dans le ventre d'un bateau après une longue immobilité, un frémissement. 3 semaines plus tard, d'autres personnes ont commencé à poser des questions, non pas comme une tempête, mais comme des gouttes régulières. Ce qu'il faut comprendre, et ce que mon grand-père répétait avec sa voix basse, c'est que le rituel favorise la reprise du flux. Il ne déverse pas d'un coup une manne gratuite. L'image qu'il aimait donner était celle d'un réseau d'irrigation. On débouche un canal et l'eau revient. Mais l'exploitant doit aussi ouvrir les autres vannes et réparer les fissures. Pendant ces semaines, Sarah a suivi le conseil le plus pratique que mon grand-père donnait toujours, tenir un petit carnet. Chaque jour, elle notait les faits concrets. Un appel, un passage dans la vitrine, une pensée qui lui venait, une intuition. Ce carnet est devenu un instrument précieux, parce qu'il a servi de miroir. Quand nous attendons des signes, nous sommes tentés de voir ce que nous désirons plutôt que ce qui est réel. Écrire permet de garder la mesure. 3 exemples qu'elle a notés au fil des jours. Un recommencement de conversation avec une cliente ancienne, une recommandation discrète d'une voisine, et une idée de promotion qu'elle a mise en place. Ces petites pierres mises bout à bout ont fini par former un chemin. Le récit de Miguel mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il illustre une autre façon d'utiliser la même méthode. Miguel avait perdu son emploi à la suite d'une restructuration. Pour lui, la blessure était aussi une blessure d'identité. Il se sentait inutile. Il est venu nous voir plus réservé qu'ardent, mais prêt à tenter quelque chose. Il a choisi de placer le bocal dans la chambre. Son raisonnement était simple. Il avait besoin de retrouver une paix intérieure, de se sentir digne de tenter l'entretien, d'oser postuler. Il a écrit sa phrase 3 fois. Que je retrouve un travail en accord avec mes compétences et ma dignité. Puis, il a pris l'engagement concret de retravailler ses CV, d'appeler 2 anciens collègues par semaine et d'accepter au moins une rencontre informative par quinzaine. 3 semaines plus tard, rien d'éclatant. Mais Miguel, qui avait commencé à mettre en pratique ses engagements, a reçu un message LinkedIn d'un ancien collègue qui lui proposait un café. Ce café a mené, quelques jours plus tard, à un entretien informel, puis à une mission freelance. Ce n'était pas un contrat permanent, mais c'était un début. L'histoire de Miguel met en relief quelque chose de fondamental. Le rituel a fonction de catalyseur pour l'attention et le courage. Le clou de girofle posé au centre du papier,
Le fait de tenir le bocal contre la poitrine, la déclaration ont agi comme un point d'ancrage intérieur. En se donnant le temps et les actes concrets, Miguel a su saisir l'opportunité quand elle est arrivée. Johanna, elle, vendait des produits faits main en ligne. Son problème n'était pas tant un manque de clients locaux que l'absence de visibilité. Elle a choisi la cuisine pour y déposer son bocal, parce que c'est l'endroit de la maison où l'on prépare, où l'on transforme, où l'on fait manger ses idées. Quelques jours après, une amie a partagé une photo de Johanna sur les réseaux. Ce n'était pas un phénomène surnaturel. C'était une personne qui a vu quelque chose et a voulu le partager. Mais pour Johanna, cela a été le déclic. Elle a soigné ses photos, a répondu aux messages avec plus de soin, a ajouté des fiches produits. 2 mois après, ses ventes se sont stabilisées à un niveau qui lui a permis de commander plus de matières premières, une nouvelle courbe. Là encore, le rituel n'a pas remplacé le travail. Il a aidé Johanna à créer la constance nécessaire pour que les efforts rencontrent l'occasion. Ces 3 récits, pris ensemble, montrent une logique simple. Intention, plus geste symbolique, plus action concrète, mouvement. Mais comment lire les signes sans perdre la tête? Comment éviter de tomber dans la superstition ou l'attente passive? Voici quelques pratiques que mon grand-père nous a conseillées, formulées comme des recommandations de bon sens. D'abord, la tenue d'un carnet quotidien, notez ce qui arrive, quand cela arrive, et ce que vous avez fait. Il ne s'agit pas d'un journal émotionnel intime, mais d'un relevé de faits et d'actions. Un courrier reçu, un appel, une idée, une action posée, tout cela mérite d'être consigné. Au bout de 40 jours, relisez ce carnet et soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté pareil? Cette relecture permet de distinguer la causalité du hasard. Ensuite, la mesure des attentes. Mon grand-père parlait d'un équilibre entre patience et discernement. Si après 6 semaines rien ne bouge, il ne s'agit pas de dramatiser. Peut-être la cause du blocage n'était-elle pas liée aux aspects traités par ce rituel. Peut-être faut-il demander conseil à une personne de confiance, un conseiller financier, un rabbin, un thérapeute. Ce rituel est un outil parmi d'autres. L'humilité consiste à reconnaître ses limites et à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Une autre règle, ne pas confondre le rituel avec un substitut à l'action. Si votre stratégie commerciale est défaillante, corrigez-la. Si vous avez besoin d'un bilan de compétences, faites-le. Si une réconciliation est nécessaire, allez parler, demandez pardon. Le rituel ouvre les portes, il ne traverse pas à votre place. Sur le plan pratique et concret, voici, d'après la transmission de mon grand-père, une marche à suivre claire, décrite dans la langue d'un geste quotidien, sans prétention d'encyclopédie occulte. Commencez par rassembler un petit bocal en verre propre, quelques pièces, un clou de girofle entier, un seul, bien centré, une cuillère de miel, une pincée de cannelle, et un petit morceau de papier blanc. Écrivez votre intention 3 fois sur le papier, simple, précise, sans invective contre les autres, puis pliez le papier vers l'intérieur, comme on enveloppe un mot précieux. Posez le clou directement au centre du papier. Ajoutez une touche de miel, une cuillerette, pas davantage, et quelques pièces. Mettez une pincée de cannelle. Fermez le bocal, tenez-le contre le cœur et dites, à voix haute ou en silence, la phrase qui vous ressemble. La version confessionnelle si vous êtes croyant, la version laïque si vous préférez. Puis, placez le bocal dans l'un des 3 lieux recommandés selon votre besoin. L'entrée pour favoriser le passage des opportunités. La chambre pour stabiliser et ancrer. La cuisine pour la circulation quotidienne des ressources. L'endroit exact, je le répète, c'est le point de contact entre le clou et le papier, dans le bocal. Là réside la concentration. Que faire pendant les 40 jours? Continuez vos efforts. Notez dans le carnet chaque signe et chaque action. Ne déplacez pas le bocal sans raison, et ne l'exposez pas pour en faire spectacle. Il s'agit d'un geste humble. Si vous devez le nettoyer ou le changer parce que vous déménagez, préparez-le doucement. Remerciez, ouvrez, récupérez les pièces, et laissez partir les matières périssables avec respect. Une pratique que notre famille a adoptée, et que je partage avec vous par souci d'éthique, est la suivante. Au terme des 40 jours, retirez les pièces et destinez-les à une action solidaire. Un petit don à quelqu'un dans le besoin, un achat pour la communauté, une petite contribution à une œuvre. Cela réaffirme la circulation. Ce que nous recevons doit pouvoir repartir, et cet acte aligne l'intention sur une responsabilité sociale. Je tiens à préciser une dimension importante. Si vous êtes allergique au miel, n'utilisez pas de miel.
Trouvez un symbole alternatif de douceur qui soit sûr pour vous. Une miette de sucre, un peu de sirop dans un petit emballage, ou même simplement l'image mentale d'une douceur tenue dans le cœur. L'idée est de marquer symboliquement la permanence, pas d'exposer votre santé. Si vous vivez avec des enfants ou des animaux, veillez à garder le bocal hors de leur portée. Ne laissez pas de matière qui pourrait leur nuire en accès libre. La prudence pratique est une marque de respect envers la vie. Un autre point souvent soulevé est la question des croyances et du scepticisme. Si vous êtes sceptique, vous pouvez aborder cette pratique comme une technique de focalisation. Écrire 3 fois, plier, poser un objet au centre, faire un geste rituel, tout cela structure l'attention. La structuration de l'attention modifie souvent le comportement et l'horizon d'action. Vous n'êtes pas obligé de croire en des forces invisibles pour bénéficier d'un effet. Parfois, le simple fait d'aligner votre tête et vos gestes change la manière dont vous répondez aux occasions. Et si vous êtes croyant, approchez-vous avec respect et humilité, en reconnaissant les limites de vos connaissances et en demandant conseil si nécessaire. J'aimerais maintenant revenir sur un mot que j'ai utilisé plus haut. Lashon hara. C'est un terme hébreu qui signifie littéralement « mauvaise langue ». Il se réfère aux paroles qui répandent des ragots, à la parole qui blesse. Dans notre tradition, on sait que la parole a un pouvoir réel. Elle peut ouvrir ou fermer des portes. Si vous pensez que vos difficultés sont alimentées par des rumeurs ou par des relations blessées, il est sage d'agir au-delà du rituel. Parler avec ceux qui sont impliqués, rétablir la vérité quand c'est nécessaire, demander pardon si vous avez blessé. Parfois, la réparation du lien social est l'action la plus puissante pour restaurer la prospérité. Le rituel aide à débloquer. Les mots réparateurs referment les brèches. Il est aussi essentiel de parler d'intention. Le grand-père nous demandait toujours « À quoi sert-il si l'on attire et que l'on détruit ?» L'intention doit être tournée vers le bien, vers la dignité et la responsabilité. Si votre désir est de nuire, de monter la main sur quelqu'un, de manipuler, alors stoppez tout. Cherchez plutôt la voie de la réparation. Beaucoup de traditions spirituelles insistent sur la moralité comme condition d'efficacité. C'est une sagesse pratique, pas un préjugé moraliste. Agir pour soi sans faire obstacle aux autres est un principe de bon sens. Que faire si, au terme des 40 jours, vous avez des signes mais pas la résolution complète que vous espériez? Mon grand-père proposait une règle de 3. Persévérer dans les actions concrètes, demander conseil extérieur, et évaluer si un autre facteur impose un autre type d'intervention. Santé, formation, médiation. N'ajoutez pas de rituels successifs comme si vous empiliez des incantations. La constance est plus importante que la multiplication aveugle des gestes. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, choisissez une personne respectée, de préférence ancrée dans une tradition authentique, et exposez-lui votre situation avec simplicité. Si vous avez besoin d'aide professionnellement, cherchez un conseiller compétent. J'entends parfois des craintes, et si quelqu'un utilise cela pour me nuire? On ne contrôle jamais totalement la volonté d'autrui. C'est pourquoi le grand-père nous mettait en garde contre l'emploi de ces gestes à des fins de manipulation. L'éthique n'est pas une option. Si vous découvrez qu'un rituel vous a été lancé contre vous, la première voie est la parole et la réparation relationnelle. La deuxième voie est la protection. Renforcez vos actions concrètes, demandez aide et, si besoin, prière et soutien de votre communauté. Dans notre famille, nous avons toujours privilégié la transparence. La vérité calme souvent les tempêtes. Je veux maintenant décrire quelques nuances pratiques qui peuvent paraître petites, mais qui, pour ceux qui ont essayé, ont fait la différence. Le bocal ne doit pas être gigantesque. Un petit pot de confiture suffit. L'ordre dans lequel vous placez les éléments importe moins que la centralité du clou sur le papier. Le miel ne doit pas imbiber tout. Il suffit d'une petite cuillerée. Quand vous écrivez votre phrase 3 fois, faites-le avec des lettres claires et calmes. Ne surchargez pas la demande. Dans l'emploi du langage, préférez la précision à la généralité. Que mes revenus se stabilisent pour payer mes frais et développer mon activité est souvent plus utile que « je veux être riche ». La précision aide à orienter l'attention et l'action. Les questions pratiques qui reviennent souvent. Que faire si vous déménagez? Si vous changez de lieu de vie, ouvrez le pot en silence, retirez les pièces et destinez-les à un geste de solidarité. Et prenez avec vous le papier si vous sentez qu'il est porteur d'une intention que vous voulez conserver. Que faire si quelqu'un vole le pot? C'est rare, mais si cela arrive, lisez ce qui est arrivé comme une épreuve et agissez. Ne cherchez pas la revanche.
Cherchez à réparer, à sécuriser vos biens, et à renforcer les actions concrètes qui soutiennent votre vie. Une question morale. Pourquoi donner les pièces après 40 jours? Parce que cela rétablit la circulation. Si l'on accumule sans redistribution, on risque de cristalliser un schéma de rareté. Donner une partie à une cause ou à une personne qui en a besoin est un acte qui ferme la boucle. Vous affirmez que la prospérité est une expérience partagée. Ce geste n'a rien d'obligatoire sur le plan rituel, mais il relève d'une éthique pratique que notre famille a adoptée. Je voudrais aussi vous partager une petite anecdote personnelle qui dit beaucoup sur l'humilité de la méthode. Quelques mois après que Sarah ait placé son bocal, une voisine âgée est venue lui confier qu'elle avait eu une mauvaise passe et qu'elle ne pouvait plus se déplacer. Sarah a décidé d'ajouter à ces gestes pratiques une action de solidarité. Elle proposa de livrer une commande à la voisine et de lui garder quelques articles en réserve. Cet acte simple a non seulement aidé la voisine, mais il a fait circuler une parole bonne dans le quartier. Ce que je veux dire par là, c'est que la pratique spirituelle et les petites actions humaines nourrissent la même dynamique. Le bocal a déclenché un mouvement. La bonté l'a amplifié. À ce stade, je dois être très clair sur plusieurs points que la tradition exige qu'on respecte. Premièrement, on ne peut pas promettre de richesse subite. Deuxièmement, on ne doit pas utiliser ces gestes pour manipuler la volonté d'une autre personne. Ce serait contraire à l'éthique et inefficace sur le long terme. Troisièmement, si vous traversez une détresse profonde, problème de santé, risque de précarité sévère, cherchez un appui professionnel en parallèle. La spiritualité accompagne, mais n'exclut pas l'expertise. Avant de conclure, je veux répéter la phrase clé, pour la 100e fois, si besoin, sur l'endroit exact. Le clou de girofle doit toucher le papier, là où les mots se croisent, au centre du petit récipient. Ce point est le centre d'attention. Après cela, la vie vous appelle à agir. Répondre à un appel, envoyer un message, refaire une vitrine, demander un rendez-vous. Le rituel fonctionne mieux quand il est suivi d'un effort. C'est la part humaine de l'équation. Je sens que vous avez peut-être des doutes, des peurs, des questions très pratiques, et c'est normal. La prudence est bienvenue. Si vous décidez d'essayer, faites-le honnêtement, sans tricher avec vos propres désirs. Faites le geste avec responsabilité. Et si, après avoir observé, vous voulez partager, revenez nous dire. Nous avons toujours appris dans notre famille par les récits. Ce sont les petites histoires qui éclairent plus que les grandes promesses. Maintenant, je voudrais vous donner 2 dernières paroles. Une prière, courte et humble, et une phrase laïque de bénédiction, afin que chacun puisse choisir selon sa foi ou sa disposition. Elles sont formulées en première personne, sincères, simples. Prière, version confessionnelle. Seigneur, avec gratitude, je tends la main et j'ouvre mon foyer à la circulation des bonnes choses. Donne-moi le discernement pour reconnaître les portes que tu ouvres, la force d'agir et la sagesse de partager. Que ce qui revient soit reçu avec gratitude et utilisé avec justice. Amen. Bénédiction laïque, version neutre. J'ouvre mes chemins à l'abondance. Que les opportunités se présentent, que je les vois et que je les accueille avec responsabilité. Que mes actions soient claires et que la bonté accompagne ce mouvement. Avant de clore, permettez-moi un dernier conseil pratique, presque un petit code de conduite. Soyez constant, honnête et généreux. Ces 3 qualités, selon mon grand-père, sont les plus sûres façons d'entretenir un flux durable. Si, en chemin, vous ressentez le besoin d'un appui spirituel, cherchez quelqu'un de confiance et respectueux des traditions. Si vous avez besoin d'un appui technique, trouvez un professionnel compétent. Si vous croyez avoir offensé quelqu'un, cherchez la réparation. Si cette parole vous a touché et que vous voulez essayer avec respect et responsabilité, écrivez dans les commentaires la phrase que je vous ai demandée au début. J'ouvre mes chemins à l'abondance. Ce simple acte collectif crée un mouvement d'intention partagé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui peut en avoir besoin. Abonnez-vous si vous voulez recevoir d'autres récits et retours. Et surtout, revenez raconter ce qui s'est passé si vous avez essayé. Vos histoires aident les autres à ne pas se sentir seuls. Que la douceur trouve sa place dans vos maisons. Que votre courage vous pousse à traverser les portes quand elles s'ouvrent. Et que la responsabilité vous accompagne dans ce qui revient. Je vous bénis avec la même simplicité que mon grand-père employait. Que vos chemins s'éclairent, que la circulation reprenne, et que la paix demeure avec ceux que vous aimez.